sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, apprendre à se défendre, ce n'est pas seulement apprendre à parler des coups, c'est d'abord apprendre à ne pas les recevoir, à comprendre ce qui le précède, ce coup, la peur, l'intimidation, la tension du silence ou du regard. Les arts martiaux depuis des siècles enseignent un certain nombre de techniques, ils forment à la maîtrise de soi, du souffle, du corps et parfois de la situation. Mais au-delà du tatami, du dojo, cette philosophie peut trouver une résonance profonde dans la vie professionnelle et personnelle. Savoir se défendre psychologiquement, c'est savoir se positionner avec justesse dans une négociation, dans un entretien, dans une relation, une réunion. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts à vos avis. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec nos invités, bon, certains nous viennent avec les couleurs du drapeau. C'est demain la marche verte. Oui, donc on a le droit d'être dans les couleurs. À l'avance. Et tout le temps. On avance toujours. Oui. Bon, nous sommes avec Méline Hlou, qui est de Compétences Plus et qui est business coach, et nous sommes avec Thierry Bordonado, qui est maître ou spécialiste aussi de Qigong, mais aussi qui est spécialiste des techniques de self-défense. Et en ce sens, nous allons en parler. Alors, il n'y a pas que des terrains favorables, il y a même des terrains hostiles. Bon, et de ce point de vue, les terrains hostiles, c'est quelquefois l'environnement familial, l'environnement professionnel, quelquefois l'hostilité. Il faut y faire face. Et de ce point de vue, physiquement, il faut y être peut-être préparé. Ça donne une certaine confiance, mais psychologiquement également. Thierry Bordonado. Oui, bonjour. Je pense qu'il faut, dans un contexte actuel, il faut se préparer. En fait, il faut être, je dirais, le mot aware qui est un petit peu galvaudé souvent, mais bon, je pense que là il trouve sa juste place. Alors, je dis pas non plus qu'il faut être complètement parano et voir l'agression de tous les côtés, mais je dirais qu'il faut être en alerte, dans le calme. Et justement, par rapport au sujet qu'on a partagé la dernière fois lors de l'émission précédente, nous avions parler du Qigong, et il est vrai qu'à travers les techniques de respiration, eh bien, on va retrouver un calme, une paix intérieure, ce qui va nous faciliter d'abord dans l'analyse de la situation, mais ensuite qui pourra nous aider à prendre la bonne décision, qui souvent est la fuite. Faut pas se prendre pour des surhommes ou des surfemmes, même si on a la compétence, même si on a les entraînements adéquats. Je pense qu'il faut éviter à tout prix la confrontation. Mais évidemment, malheureusement, des fois, on n'a pas d'autre choix. Et c'est là où, justement, on va devoir faire appel à des mécanismes qui sont en fait innés en nous, utiliser nos armes naturelles, comme les coudes, la tête, les genoux, qui sont des zones extrêmement dures et avec lesquelles on va pouvoir mettre en déroute un potentiel agresseur. Oui, en déroute, c'est-à-dire parer la route de l'agresseur, donc si j'entends bien. Alors, dans les arts martiaux, il y a aussi une disposition d'esprit qu'il s'agit de cultiver, c'est-à-dire une façon qu'on a d'essayer de ne pas perdre le contrôle de soi-même. Et dans l'agression, il y a des hormones qui surgissent avec force, qui donnent des envies ou de fuite ou de rendre coup pour coup. Donc c'est ou l'une ou l'autre des options. Thierry Bordonado. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'être humain, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons su résister à toutes les agressions. Au départ, c'était des bêtes sauvages, donc il fallait bien qu'on se protège, qu'on se batte. Et ce qui a développé en nous un système de défense naturelle, je dirais un système de survie. Et ce système de survie, si vous voulez, va se manifester de trois manières. Soit on va devenir une bête terrible, c'est-à-dire qu'en cas d'agression, on va puiser en nous une force intérieure qui est extraordinaire. Et vous avez l'exemple très simple de la maman qui, pour sauver son bébé lors d'un incendie, va être capable de soulever des poids incroyablement lourds. Et une louve est féroce pour défendre ses louveteaux.
Absolument. Donc ça, c'est le premier. Je ne sais pas pourquoi tu souris quand tu dis ça. Je ne sais pas à quoi tu penses. À tout hasard. À tout hasard. À tout hasard. Mais c'est un exemple qui est intéressant. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est l'inhibition. En fait, c'est-à-dire qu'on est saisi, pétri par la peur, et là, on retrouve un petit peu ce principe dans la nature avec les animaux sauvages. Par exemple, la gazelle, avant d'être croquée, elle va rester figée sans bouger. Et en fait, en elle va sécréter un espèce de liquide qui va la préparer à mourir. Et bien sûr, la troisième option, celle que j'encourage le plus souvent, c'est la fuite quand on peut fuir. Oui. Bon, alors, d'un point de vue professionnel, les agressions, les micro-agressions, bon, la terminologie est similaire, mais psychologiquement, être maître de soi-même dans des contextes où il y a des agressions plus subtiles, il n'y a pas que des agressions physiques. Dans le monde professionnel, il y a un certain nombre d'occasions, effectivement, où il s'agit de se défendre. Effectivement, moi je pense que je fais partie de l'école, j'entends très bien ce que dit Thierry, dans le sens où face à une attaque, la pire des choses ou la pire des solutions, on l'enseigne aussi souvent dans la gestion de stress, c'est être figé, c'est se calcifier sur place. Les deux autres stratégies, à savoir prendre la fuite ou confronter, sont bien meilleures en soi, parce que être figé, si vous voulez, c'est la pire des choses, parce que vous vous momifiez en quelque sorte, mais vous restez une proie face aux agresseurs et aux prédateurs. Et dans les violences psychologiques qu'on peut subir au quotidien, dans la vie, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée, je le disais souvent dans d'autres émissions, il suffit de prendre sa voiture et de circuler dans les grandes avenues et les grandes artères de Casablanca ou ailleurs pour pouvoir expérimenter des formes de violence non verbale ou verbale, etc. Première recommandation, s'il fallait démarrer des recommandations, c'est de ne pas garder la violence pour soi. Ces années de recul en accompagnement et même vis-à-vis de soi, ce qu'on entend dans les discours, les prises de conscience, etc. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens ruminent. Ils rejouent la scène une scène, par exemple d'humiliation, ou de rejet, ou d'agressivité verbale ou non verbale. Ils rejouent la scène, ils se disent voilà ce que j'aurais dû dire, voilà ce que j'aurais dû faire, etc. Et cette rumination, elle dure souvent un temps qui est considérable. Ça dure des heures, des jours, des semaines, etc. C'est pour ça qu'il est essentiel de verbaliser ce qu'on a vécu. Et même il y a même des techniques imparables. Et là, je me suis inspirée, ça va parler aux auditeurs, de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Je sais que la référence est un peu vieille, excusez-moi les plus jeunes, mais vous allez... c'est vraiment une leçon. Il était réuni, Leonardo DiCaprio dans Titanic, c'était un peu la lutte des classes de manière métaphorique, où il était... C'est ça, où il était d'une condition modeste, il ne voyageait pas dans les mêmes conditions que des gens qui étaient plus aristocrates ou plus bourgeois, et il était pris à partie justement lors d'un dîner par une dame qui était très élégante, très bourgeoise, etc. Elle lui posait la question dans les conditions de voyage un peu sommaires, pour ne pas dire autre chose, un peu sommaire, elle voulait l'humilier en public. Donc sa remarque était tout sauf amicale, elle était hostile. Comment il a répondu? Il a répondu avec une tonalité d'humour. Il a dit, bon, ça pouvait être bien pire que ça, il n'y avait pas les rats. Et en fait, dans une technique de lutte contre l'agressivité, quand on est dans le monde de l'entreprise où il faut garder la face, ça c'est un terme aussi que j'emploierai un peu plus tard dans notre discussion, les gens sont agressifs des fois pour garder la face et évitent consciemment d'être agressifs aussi pour garder la face, et ils peuvent utiliser pour cela l'humour, parce que l'humour, quand elle désamorce un conflit, vous gagnez la majorité, entre guillemets. Si quelqu'un vous provoque et vous répondez avec une maîtrise de soi et avec une pointe d'humour, c'est vous qui avez gagné, entre guillemets, ce combat psychologique. Bon, dans la bonne société, répondre à l'agression par l'agression, dans la bonne société, dans le monde professionnel, c'est être en posture de défaite. C'est en l'occurrence au contraire.
Et par rapport à l'exemple qui était pris, même d'un point de vue purement physique, prendre la fuite quand il y a une confrontation, c'est faire preuve de faiblesse d'un point de vue. Lorsqu'on fait face à des agressions verbales, où l'exemple était perfide, c'était de la perfidie. C'était de la perfidie, oui. et c'est souvent, et Thierry ne me contredira pas, c'est souvent des rapports de force. Soit des rapports de force physique, on voit que quelqu'un est plus fort que nous, donc là je pense qu'il y a des techniques pour parce que si tu vois que quelqu'un est baraqué et toi tu l'es pas, il y a un moment donné tu raisonnes un temps soit peu et très rapidement. Mais dans l'entreprise se jouent les forces statutaires entre guillemets, les forces fonctionnelles, les forces hiérarchiques. Donc il y a un rapport de force, il y a un rapport domination-dominé. Et dans ces rapports-là, si ça vire à l'humiliation, au rabaissement ou à l'ironie, etc., il faut faire preuve d'intelligence. Oui, mais prendre la fuite dans ces circonstances-là, effectivement, c'est sans vouloir après coup. C'est sans vouloir après coup, parce que le rapport de force physique, il est ce qu'il est, mais on a toujours la possibilité de répondre ou de réagir lorsque l'agression est verbale. Et je t'assure, je le place maintenant, parce que j'y ai pensé en venant dans l'émission, là où l'intelligence humaine, des fois, bat l'adversaire, tu vois, je fais référence à la marche verte, on a fait référence tout à l'heure, mais tu vois typiquement, pacifiquement, en 1975, lorsque Sa Majesté le Roi, feu Hassan II, avait fait l'appel aux 350 000, ou en tout cas aux milliers de Marocains qui sont partis munis d'un Coran à la main et avec des vivres et avec du lait et de l'eau, etc. C'est pour moi, métaphoriquement et symboliquement, c'est une lutte, mais une lutte pacifique. C'est une affirmation de droit, mais une affirmation de droit. C'est je défends mes positions, mais je le défends pas avec les armes. Je le défends avec quelque chose de très symbolique et spirituel qui est le Coran, mais aussi en montrant que finalement, et regarde, 50 ans plus tard, ça a payé, alhamdoulilah, il y a une unité nationale. Mais la diplomatie, ce que je veux dire par là, c'est que les combats peuvent être menés, ça dépend qui est en face, et ça dépend des enjeux, mais ça peut être mené, comme il a dit Thierry, pas forcément avec une confrontation, j'allais dire, manuelle. Dans le judo, on peut utiliser la force de l'adversaire, et là, en l'occurrence, il y a de la ténacité. Quand on maintient sur la durée, quand on est convaincu de la justesse d'une cause, il y a une forme de ténacité qui est une force également. Il n'y a pas que la réaction immédiate, virulente ou puissante, Thierry Bordonado. Oui, alors je voudrais un petit peu rebondir sur ce que vient de nous expliquer Myriam, surtout revenir sur l'exemple du type baraqué. Je pense qu'initialement les arts martiaux, les arts de combat ont été faits pour justement que le faible triomphe du fort, à travers un enseignement, à travers des entraînements bien sûr réguliers et adaptés. Ce qui fait que ce côté « je vois un type baraqué et je me soumets à lui » n'est pas vraiment la réalité. Ce qui est dans un combat réel, c'est-à-dire je parle d'un combat de rue, non pas un combat avec des règles, des arbitres, etc., vous avez ce facteur psychologique qui va surclasser le facteur physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera préparé psychologiquement va nettement être plus performant que quelqu'un qui ne fait que s'entraîner à la salle. Oui, ça c'est effectivement l'expérience permet entre guillemets d'emmagasiner un certain nombre de... On sait quelle est sa façon de réagir face à l'agression et la pratique nous l'enseigne. Aller à la salle, c'est pas nécessairement être prêt au combat. Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites également. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est surtout le côté psychologique de la chose. Oui, et ce qui est particulier, le combat de rue, c'est un combat sans règles. La civilisation, tout le processus d'éducation, ça consiste à inhiber certaines passions dans le cœur humain. Et celui qui a appris, entre guillemets, à être inhibé, ou à inhiber certaines volontés ou certaines passions entre guillemets, il est par nécessité désarmé face à celui qui
peut tout se permettre. Et de ce point de vue, j'entends à cette aune le conseil qu'on disait tout à l'heure. Prendre la fuite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sage à faire dans ces circonstances. Alors, je te fais essayer, Amélie. Non, je voulais réagir. Et Thierry a raison dans le sens où la confiance en soi se développe avec l'entraînement. C'est-à-dire si, effectivement, la faiblesse d'origine, entre guillemets, moi je pense aussi à un côté disproportionné entre hommes et femmes, par exemple. Et pour toutes les femmes qui peuvent nous écouter aussi, s'initier aux arts martiaux, aux techniques de combat ou à la self-défense, ça va être un plus, bien sûr, en qu'Allah hafad, qu'il arrive quelque chose, mais ça va être un plus mentalement. C'est-à-dire que ces dames-là vont avoir plus confiance en elles, tout en sachant qu'elles ont un passif de combat, entre guillemets, ou quelques heures de technique. S'il y a quelque chose, elles auront les bons réflexes. Parce que, bien sûr qu'on a des bons réflexes de survie kamlin, parce que sinon on ne serait pas là, entre guillemets. Nos ancêtres ont eu des très très bons réflexes, c'est pour ça qu'on est là. Mais dans l'ère moderne dans laquelle on vit, il est important, et je pense qu'on va le développer après. Oui, après le flash d'information qui nous est présenté par Karim Bonnet, comme on l'avait annoncé, à 10h30. On lui fait de la parole et on se retrouve dans quelques instants. Et nous prenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes avec Méline Hello, nous sommes avec Thierry Bordonado. Alors, le meilleur combat, c'est celui qu'on n'initie pas ou qu'on essaie d'éviter. Alors, le prédateur identifie ses proies, Thierry Bordonado, et il s'agit de ne pas renvoyer effectivement les signaux peut-être qui nous rendent la cible ou qui pourraient nous rendre la cible des prédateurs. Complètement. Je dirais dans une situation d'agression qui n'est pas une rixe, donc c'est complètement différent. On va avoir un agresseur qu'on va définir comme un prédateur et une proie ou une cible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce prédateur, il choisira la cible. Il choisira de préférence selon des critères qui sont conscients ou inconscients, ça va dépendre, mais je pense la plupart du temps, ils sont plus inconscients, et il choisira une personne dont l'attitude va faire miroir en lui, c'est-à-dire qu'il saura très bien que dès qu'il va s'approcher d'elle et qu'il va essayer de lui voler son sac ou peu importe, eh bien cette personne sera tétanisée. Elle ne bougera pas, et on a vu, on a interrogé des personnes qui ont subi des agressions, et elle n'arrivait même plus à crier. C'est-à-dire que vous avez des agressions dans des lieux publics où il y a du monde, la personne est venue discrètement, elle lui a posé un couteau ou elle l'a menacé simplement en lui chuchotant quelque chose à l'oreille, et bien la personne est restée figée et a donné tout ce qu'elle avait en poche. Ce phénomène nous enseigne que on ne sait quelle sera notre réaction que lorsqu'on aura vécu la scène. Bien sûr. C'est-à-dire, il est impossible de définir ou de dire quelle va être notre réaction. Vous voyez, ça c'est un côté intéressant qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que vous avez quelquefois, si on prend l'exemple des arts martiaux, domaine que je connais, vous avez des grands champions qui se sont fait battre dans des combats de rue, alors que potentiellement à la salle, c'était des grands champions. Oui, un combat avec des règles assez sensiblement différents. C'est une autre psychologie. Et cela dit, du point de vue de celui qui va subir l'agression, il y a des signaux peut-être auxquels il faut être attentif, qu'on renvoie peut-être inconsciemment. Quand on se sent en danger, on rase les murs. Quand on se sent plus faible, on se recroqueville entre guillemets. Et il y a des postures qui peuvent nous indiquer, d'un point de vue psychologique, dans les réunions et ainsi de suite, de la même façon, il y a des signaux qui rendent détectables des signaux de faiblesse, Thierry Bordonado. Absolument, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Je dirais que la façon dont on va déambuler dans la rue va donner un signal soit de confiance en soi, soit de quelqu'un qui va justement être une cible potentielle. Quand je dis déambuler, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui marchent avec les épaules vers l'intérieur, vous avez des personnes qui regardent par terre, et donc tout ceci va donner des signaux d'alerte à l'agresseur potentiel.
Alors, Belim Lehlo, c'est sensiblement différent. Dans une réunion, effectivement, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent peu. Il s'agit de se protéger, mais de façon très différente d'un point de vue psychologique. Lorsqu'on observe les comportements qui renvoient à une certaine symbolique dans les collectifs humains, dans l'entreprise, il y a beaucoup d'endroits où on est mis à l'épreuve, où l'environnement peut ne pas être bienveillant. Il y a de l'hostilité quelquefois dans l'air. C'est juste une continuité. Je t'assure que si on ne sait pas se défendre dans la rue, on ne saura pas se défendre en entreprise. C'est fort ce que je dis là, mais je veux dire, c'est le corps qui parle en premier. Et le corps, on a parlé beaucoup de la relation corps-esprit dans beaucoup d'émissions, mais le corps, le langage non verbal est tellement important. La manière dont on est assis, la manière dont on est debout, la manière dont on se tient droit, la manière dont on regarde les gens. Les regards fuyants indiquent que la personne n'est pas totalement en confiance d'elle-même et n'a pas la paix intérieure. Plus le regard est fixe et qu'il y a du mouvement entre guillemets dans les mains, plus ça dit que la personne est à l'aise et il vaut mieux pas plaisanter avec elle ou il faut pas la chercher. Il faut savoir que se défendre, en tout cas dans la rue ou dans l'entreprise ou dans son foyer, c'est pas se battre forcément, c'est se préserver, c'est chercher à préserver un territoire, un espace, une intégrité, etc. Et derrière les agressions verbales ou non verbales des gens, bien sûr a posteriori on peut chercher les motivations. C'est-à-dire que très souvent on s'intéresse à qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient agresseur. On peut s'intéresser a posteriori, mais sur place, en fait, ce qui compte, c'est d'être suffisamment lucide pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Leonardo DiCaprio dans Titanic, parce que cet exemple-là de rabaissement public, c'est des choses qui peuvent arriver de manière récurrente dans des réunions, dans des entretiens one-to-one. C'est des exemples d'attaques des fois gratuites, d'attaques des fois méchantes, d'attaques pour marquer qu'on est en domination. Je l'ai dit tout à l'heure que les gens cherchent à garder leur face ou à montrer leur domination dans des situations. Et donc en face, le plus fort à mes yeux, c'est celui qui arrive à rester lucide et à garder sa paix intérieure. C'est-à-dire qu'il arrive à analyser la situation très rapidement et à se dire je réponds ou je réponds pas ou je dis à la personne on remet cette discussion à plus tard. Et des fois dans ce mot-là de quelqu'un qui vous emmène vers de la provocation, vers une agressivité, etc. et ça se tend, vous avez la maîtrise de dire, vous avez la maîtrise bien sûr par le silence. Le silence c'est une arme très puissante, mais elle peut indiquer que vous acceptez les attaques. Donc à utiliser aussi avec modération. La deuxième arme c'est je ne comprends pas c'est-à-dire cette discussion où elle nous mène, je préfère qu'on remette la discussion à plus tard. Et troisième arme qui est redoutable quand quelqu'un parle avec vous avec une forme d'ambiguïté mais d'agressivité, c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est poser une question. Et vous savez, dans beaucoup de situations, il y a des gens qui lançaient des attaques, tu sais, ce qu'on appelle implicites ou entre les lignes. La personne en face, j'accuse réception, mais pour mettre mal à l'aise la personne, qu'est-ce que je vais lui dire? Je l'invite à repréciser sa pensée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux réactions possibles. Soit la personne se rétracte, et souvent les gens se rétractent parce qu'ils voient que ça les mène vers un terrain glissant. Parce que même quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu entends par là, ou qu'est-ce que tu veux dire par là, tu peux me préciser ta pensée, ça montre que toi, tu ne recules pas. Tu invites l'autre personne à assumer une position, à assumer quelque chose. Et c'est comme c'est un bras de fer, c'est un bras de fer symbolique. Le tempérament perfide, effectivement, adore l'ambiguïté, parce que ils ont l'air d'agresser sans... C'est l'agression sans ils ont l'apparence de l'agression. Alors quand on demande à clarifier, c'est se mettre à découvert. Et je t'assure que pas plus tard qu'hier, la maîtresse de mes enfants me disait, quand je suis partie récupérer le petit, elle me disait « Ah, on vous a pas trop vu ces derniers temps ». Et là, j'entendais un reproche. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous ai manqué, c'est ça. Et donc là, j'ai utilisé, j'ai donné déjà un élément de réponse, il fallait que je m'arrête à qu'est-ce que vous voulez dire par là. Mais comme c'est quand même la maîtresse de mes enfants, et donc je tiens à une paix, on
on n'est pas dans le bras de fer. Mais donc tourner à l'humour, c'est dire à la personne, j'ai bien compris le sens caché de ta phrase, mais je vais pas rentrer dans ton petit jeu parce que ça m'intéresse pas. Et donc on désamorce quelque chose qui peut aller plus loin que ça. Bon. J'espère qu'elle nous écoute pas. Non, elle nous écoute pas, elle est dans la classe. Ce qui désamorce parfois les conflits, bon, on peut l'espérer, on dit bien que la musique adoucit les mœurs. On va en profiter, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous sommes avec nos deux invités, Myriam Hello et Thierry Bordonado. Nous parlons parfois de la nécessité de savoir se défendre. Et savoir se défendre, c'est dans des circonstances très très variées, très diverses. Alors d'un point de vue physique, souvent ceux qui s'intéressent aux techniques de self-défense, Thierry Bordonado, sont des personnes entre guillemets qui ont été déjà confrontées à une situation et qu'ils souhaitent ne pas revivre. Alors j'ai vu un peu les statistiques, on se sent entre guillemets sécure au Maroc. Je crois le sentiment d'être en sécurité, il avoisine les 80%. Ce sont des taux bien plus élevés, contrairement à ce qu'on peut imaginer, que dans les pays européens. Et pour autant, c'est plus d'un cinquième des personnes qui se sentent en situation de vulnérabilité. Donc probablement qu'elles ont pu connaître dans leur parcours, dans leur chemin personnel, effectivement, des situations d'agression. Et c'est souvent cela qui amène peut-être les uns les autres à s'interroger sur la manière la plus judicieuse d'y répondre à l'agression physique. Thierry Bordonado. Oui, absolument. Ce que vous dites est très intéressant. Je pense qu'il faut classer l'agression et la rixe, qui sont deux choses différentes. Quelles sont les raisons qui poussent les personnes, les hommes ou les femmes, à venir se rapprocher d'une salle qui propose des arts martiaux, de la salle défense entre autres, puisque moi je connais le sujet, je le connais bien. C'est bien souvent un événement qui s'est passé, mais ça peut être un événement tout bête, en allant à la plage, une vulgaire histoire avec un autre automobiliste qui a voulu prendre notre place. Et on descend et on veut régler les comptes. Oui. Voilà. Et cette personne-là qui n'a pas su, qui n'avait pas les outils appropriés pour pouvoir, ne serait-ce que rentrer dans une confrontation verbale, voire physique, eh bien, est restée figée par la peur. Et bien sûr, l'ego est là, elle va cogiter à la chose, elle va ruminer, elle va réfléchir. Et cette personne-là, on la verra frapper en début septembre en voulant s'inscrire pour venir pratiquer et avoir quelques outils d'autodéfense. Oui, et c'est souvent cette expérience-là. Thierry Bordonado. Complètement. Ce que vous disiez, bien sûr, en termes de sécurité au Maroc et à Casablanca, bien entendu, nous sommes une ville, je dirais, très sécurisée. Il n'empêche qu'on peut être à la merci d'un déséquilibré qui va essayer de s'approcher de nous pour essayer de nous voler ou essayer de nous frapper. On sait pas ce qui se passe dans la tête de cette personne. Donc c'est encore très tôt le matin. Oui, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont des appels. Entre guillemets. Complètement. Moi, je dirais que dans mes séances, j'enseigne une partie bien sûr théorique et une partie pratique. La partie théorique est peut-être plus importante que la partie pratique, dans le sens où il faut prendre l'habitude d'adopter des règles, je dirais, et des mesures de sécurité qui sont universelles, que vous appliquez bien sûr ici à Casa, mais vous pouvez bien sûr les appliquer dans n'importe quel pays du monde. Et ça va être une logique de préservation. C'est-à-dire, où, si je dois marcher par exemple, déambuler sur le trottoir, où est-ce que je vais me positionner? Est-ce qu'il est préférable de se mettre au milieu, côté route, ou voire côté mur? La logique nous dit qu'il vaut mieux aller côté mur pour éviter toute agression. Et puis surtout, et ça j'insiste là-dessus, c'est développer en nous ce qu'on appelle le regard périphérique, et c'est un regard qui va tout de suite scanner la zone. Vous voyez ? Et ça, c'est des réflexes à avoir et à prendre quand vous allez dans un lieu public quelconque. Savoir quelle est l'entrée, est-ce qu'il y a une issue de secours, de préférence se positionner face à la porte d'entrée, parce que s'il y a un danger, il faut être prêt à s'enfuir. Donc je dirais, voilà, quand vous allez au guichet automatique, quand vous vous approchez de votre véhicule, en fait, vous devez adopter les bons gestes pour éviter, je dirais, à 90% les agressions.
Oui. Alors, tu me disais que c'était un sujet un peu particulier. Et ceux qui ont un historique, entre guillemets, qui ont peut-être être agressés dans des circonstances qui peuvent être très, très différentes ou diverses, abordent cette question-là avec beaucoup plus de mesure, voire de prudence, parce que cette réaction-là, d'eux-mêmes, des personnes qui ont été agressées, ils ne l'avaient pas prévu, ou la personne a pu être tétanisée, ou la personne a pu réagir, mais pas de la meilleure des façons. On garde parfois en soi-même des reproches vis-à-vis de son attitude, vis-à-vis de son comportement et des points d'interrogation sur la façon avec laquelle on pourrait réagir si les circonstances similaires se présentaient à nous. C'est vrai que l'effet de l'expérience, c'est vrai qu'en tant que femme, on a l'impression, peut-être à tort ou à raison, qu'on est la cible, en tout cas dans la rue, et pas forcément au Maroc. Moi, je me rappelle de 2 agressions dans la rue que j'ai malheureusement subies il y a quelques années, lorsque j'étais en France. Et dans les 2 cas qui étaient très différents, alhamdoulilah, j'ai pu m'en sortir, mais c'est vraiment une expérience personnelle, ça aurait pu mal tourner. Mais là où j'avais pas les bons réflexes, c'est qu'effectivement, j'avais emprunté un couloir de métro qui était relativement vide. C'était à Paris et je montais vers 1h tardive après les cours du soir, je rentrais chez moi et l'escalator aussi était vide. Et se retrouver seul effectivement dans un endroit qui est très vide, c'est potentiellement se mettre en danger. Donc il vaut mieux analyser toujours l'environnement dans lequel on se trouve et idéalement, quand on sort tôt ou tard, être accompagné, parce que ça dissuade le groupe, ou en tout cas quelques personnes, ça a un effet de dissuasion envers l'agresseur. Une des expériences que je peux relater, alhamdoulilah, ça a pu bien tourner, c'est que la personne qui m'avait agressée était d'origine maghrébine et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Ana bint al-blad. Et je t'assure tout de suite, il a enlevé, parce que je portais une écharpe en plus, et il l'avait bien serré sur mon cou, et il voulait juste prendre de l'argent. Mais tout de suite, il a arrêté. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Tu sais, dans les jeux psychologiques, ou en tout cas, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de parler en arabe et en derija à ce moment-là, parce que j'aurais pu être... Mais j'étais pétrifiée, mais j'ai dit, là que tu es en train... Et donc, je l'ai invité à quoi? Je l'ai invité à une forme d'empathie. En fait, j'ai fait appel, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit, j'ai fait appel à son empathie en disant, je suis comme toi. Je suis Maghribiya, je suis bint al-blad. Oui. Et je t'assure que ça l'a calmé. Il a commencé à rigoler, il m'a dit, tu n'as pas 1 euro, et je lui ai donné 1 euro, on a discuté après. Mais quand tu fais... Je rappelle que même les agresseurs, ce sont des êtres humains. Qui derrière peut-être ont eu, je cherche pas à dédouaner, des problèmes d'estime, des problèmes d'ego, des problèmes d'agression eux-mêmes. Très souvent, il y a des études aussi qui ont montré que d'anciennes proies sont devenues des prédateurs. Ce qu'on appelle des mécanismes de défense qu'on peut développer avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur la défensive et qui agressent de peur d'être agressés. Parce que il y a même eu des analyses sur les jeunes des cités en France. Il y a eu des psychologues qui se sont intéressés à cette agressivité qui pouvait être plus grande dans certaines cités, dans le 92, dans le 93, etc., dans certaines banlieues qu'on dit des banlieues sensibles, où il y a des enfants nés d'immigration, mais pas que. Mais pourquoi ces jeunes-là étaient agressifs? Parce qu'on les avait longtemps stigmatisés. Ça veut dire qu'on les a longtemps pointés du doigt, on les a longtemps mis à l'écart, on les a longtemps jugés, on les a longtemps dévalués, on les a longtemps profilés négativement. Et quand tu mets quelqu'un dans une case négative, tu sais quoi? Soit il fait tout pour se défendre, même maladroitement. Il va dire, ok, moi tu t'atahgarni. En gros, t'atahgarni. Je suis un citoyen de seconde zone. Tu sais, même cette sensibilité envers les policiers en France, qui peut être des jeunes, on entend parler tous les 4 matins malheureusement de ce sujet-là, mais à la base, il y a ce sentiment d'injustice, de stigmatisation, de mise à l'écart, d'humiliation, qui fait qu'on va mal réagir
lors d'un contrôle de police ou ailleurs. Oui, en tout cas, dans les sociétés pacifiées, la société la plus violente, c'est les États-Unis. Quand on regarde le nombre de personnes qui sont dans les prisons, le nombre de personnes condamnées, le nombre de personnes qui commettent des tentatives, entre guillemets, de meurtre, ce sont des sociétés, c'est peut-être pas agréable à entendre, mais ce sont des sociétés multiethniques. Alors, la réaction de ce témoin est très intéressant, parce que la proximité avec le sentiment d'appartenir à la communauté est pacifique, que ce soit la communauté nationale, la communauté ethnique, la communauté familiale. Alors la personne dans Titanic qui a lancé l'agression, elle se sentait à l'aise, c'est-à-dire elle sentait que la force du groupe était pour elle, et il y avait un intrus qui était assis à la table. Alors il y a celui qui sent que la force du groupe est avec lui, et celui qui sent que la force du groupe est contre lui. Non, tu sais, tu as cité l'exemple de la société américaine. Malheureusement, tu sais, il y a tellement d'études sur comment les policiers, justement américains, pouvaient malheureusement avoir des stéréotypes, ou en tout cas des biais inconscients envers les personnes dites de couleur, envers les Noirs notamment. Et les Noirs, pareil, ils se plaignent du fait qu'ils sont stigmatisés ou pris à partie ou jugés suspects. Et tu sais, cette perception d'être suspect aux yeux des autres, ça devient une barrière. Les gens, des deux côtés, le policier voit dans la personne de couleur une menace, et la personne de couleur, à juste titre, peut voir dans le policier une menace parce qu'il y a eu des bavures, parce qu'il y a eu des choses dans le passé. Disons, laissons de côté la police. La police, sa mission, c'est de rétablir l'ordre. Mais les sociétés les plus pacifiées sont les sociétés, entre guillemets, où il y a très peu d'ethnies différentes. Et quand on voit des sociétés asiatiques, il y a ce sentiment d'appartenir au groupe. Au Maroc aussi, nous avons le droit du sang. Effectivement, en appelait à la fraternité, même à la nationalité commune, ça peut désamorcer les mécanismes d'agressivité vis-à-vis de l'autre. Il est 11h00 et on va, pour maintenir des relations pacifiées avec ses collègues, l'antenne en temps et en heure. On va céder la parole à Maud Baba qui nous présente les actualités. On se retrouve pour la suite de notre émission des experts jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Thierry Bordonado, nous sommes avec Meriem Helou, et nous évoquons aussi la façon la plus judicieuse de réagir aux agressions. Alors il y a plusieurs écoles. On dit il faut garder la maîtrise de soi, mais in fine, on ne sait à quoi va ressembler notre réaction que le moment venu. Il y a quelque chose qui est ancré aussi dans le cœur humain, pour œil, dent pour dent. À l'agression, on répond par l'agression. Il y a aussi des exemples prophétiques. Il y a un prophète qui a décidé d'accepter la crucifixion. Et de ce point de vue, il y a différents types de réactions possibles face à l'agression. Alors, de ce point de vue, Thierry Bordonado, je ne sais pas ce que ça t'évoque, mais quand on enseigne à ceux qui ont pu en souffrir dans leur existence, quelles sont les recommandations qu'on peut partager ce matin ? Alors, c'est très, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Éviter au maximum l'agression. Je reste toujours dans un contexte d'agresseur, donc de prédateur et de proie. On emploie les mots comme pour des animaux sauvages parce que c'est les mêmes principes finalement. C'est les mêmes réflexes pour l'un et pour l'autre. Le prédateur va choisir une proie en fonction des faiblesses qu'elle va refléter en lui. Et la proie, si vous voulez, évidemment, elle devra faire en sorte de donner peut-être une information erronée au prédateur pour l'éviter. Ça c'est très intéressant, ce côté attitude, ce côté prévention. Moi j'encourage toujours bien sûr à prévenir de différentes manières. Tout à l'heure je parlais bien sûr du regard, je parlais du positionnement dans l'espace qui est très important, mais je parle également d'une tenue vestimentaire. Si on va dans un endroit à risque, entre guillemets, on va pas aller, par exemple, pour une femme en mini-jupe avec des talons, parce que nos chances de survie vont être... C'est plus difficile de prendre ses jambes à son cou. C'est plus difficile. Les boutons en manchette ne sont pas non plus adaptés.
Je sais pas. 5h du matin, des bouchons en manchette, c'est pas non plus idéal. Oui, comme signal à envoyer. Non, Thierry, effectivement, je pense qu'il a raison, il faut pas provoquer le diable. Maintenant, malheureusement, le diable, il peut être provoqué même par un jean et un sweatshirt à manches longues. Entre guillemets, si l'agresseur a envie d'agresser, il agressera quelle que soit la tenue vestimentaire. Mais je comprends que dans un contexte ou dans notre contexte ou dans certains quartiers, etc., sur la base des retours d'expérience qu'il y a eu, il vaut mieux pas attirer l'attention, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut se faire discret avec des habits amples, etc. Mais que ce soit l'homme ou la femme, hein, même des hommes qui porteront des montres de valeur ou même des baskets de valeur, parce qu'il y en a qui ont déchaussé des personnes de leurs baskets. C'est homme ou femme, hein, la discrétion, je pense, s'impose. C'est difficile de s'en remettre s'il s'agit de se déchausser. Il y en a qui ont gardé le souvenir qu'ils ont perdu leur Nike favori ou parce que c'était des baskets coûteuses qui dépassaient une certaine somme, etc. J'aime beaucoup ce que dit Thierry, et j'avais vu en tout cas dans une que des fois il fallait faire un pas de côté, ne pas rester dans le champ visuel de l'agresseur, même pour éviter un coup, parce que des fois on sent que la personne, en tout cas on analyse, le corps parle avant les mots. J'insiste beaucoup sur ça, donc il faut être extrêmement alerte et vigilant et faire confiance à son intuition quand on sent le danger de soit prendre la fuite, soit les réflexes de base, soit voir s'il y a une pierre à côté, etc., soit donner un coup de pied bien approprié peut-être entre les jambes pour neutraliser la personne qui est en face de soi, parce que quand on sait où on appuie, et là je pense aussi là aux arts martiaux ils enseignent ça, quand on appuie là où ça fait le plus mal à la personne, ça nous laisse le temps d'évaluer, de fuir, ou en tout cas, mais de faire mal à la personne qui est sur le point de nous attaquer. Mais ça c'est vraiment si on en vient aux mains. Après, sincèrement, si on est dans des réunions, dans la vie professionnelle, ou dans des échanges, ou dans des conflits où il y a des agressions verbales, il faut savoir que notre cerveau émotionnel, il s'active toujours immédiatement. Le système limbique, en gros, il invite toujours le corps à se préparer, et là, la raison se déconnecte, malheureusement. Et c'est pour ça que des fois, on dit qu'on a réagi trop vite. On a été réactif. Il fallait pas. J'ai répondu coup par coup, mot par mot, mais franchement, je suis allée plus loin que ce qu'il fallait. Et donc, c'est vrai que quand on est dans des contextes dits d'agression verbale, il vaut mieux respirer, faire une pause, activer sa réflexion, boire un verre d'eau, parce que là, la vraie force résidera dans le fait de ralentir son impulsion plutôt que d'obéir à son impulsion. Je sais que dans des contextes de rue ou d'agression physique, là, il vaut mieux écouter son instinct de survie. Mais dans d'autres contextes, avec d'autres enjeux plus stratégiques, là aussi, quand on est face à du monde, etc., la contre-attaque face à l'attaque n'est pas toujours la plus appropriée. Oui. Entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humour, le questionnement, qu'est-ce que tu veux dire par là, peux-tu me préciser ta pensée, parce qu'il y en a des fois même des gens qui menacent mais qui terminent pas leur menace dans des conflits verbaux, qui disent Atish, non, oula, si tu n'arrêtes pas, là tu vas voir ce qui va t'arriver. La question c'est qu'est-ce qui va m'arriver? Justement, précise ta pensée, parce qu'il y a des gens qui laissent 3 points de suspension, mais c'est pire. C'est-à-dire, lorsque tu imagines les scénarios, c'est genre, tu peux t'imaginer le pire. Va-t-il couper la relation? Va-t-il me licencier? Va-t-il couper un contrat, etc. Donc, dans la mesure du possible, humour, lucidité, questionnement. Mais si ça va trop loin, s'il est question de respect ou de valeur ou j'allais dire, si ça touche véritablement votre orgueil, etc., on se rappellera toujours du coup de Zidane et Materazzi. Moi, je suis une grande fan de foot et je me rappellerai toujours du coup de Zidane et Materazzi, que les Français ont pardonné à Zidane, le fameux coup de boule qui lui a valu un carton rouge et la défaite. Mais sort du foot, Salgado, mais pourquoi on lui a pardonné? Mais pourquoi on lui a pardonné et pourquoi il a réagi sous le coup de l'impulsion? Apparemment, le Materazzi avait insulté sa mère ou sa sœur ou sa famille. Non, Zidane est un joueur qui se maîtrise. Enfin, quand on voit sa carrière, en tout cas si on peut l'analyser factuellement, il s'est maîtrisé à plus de 95%. Mais là, le coup de boule, c'est qu'il a touché la valeur ou la part. Là, c'était l'impulsion. Et on peut se dire, mais non, Zidane, le plus grand joueur du monde, ne peut pas faire ça. Il ne peut pas réagir sous impulsion. Mais c'est là où un être humain reste un être humain. Il a dû
dû faire des cours de self-maîtrise de folie, mais on a touché sa mère ou sa sœur, là c'était plus possible. Ah, c'était plus possible. C'est vrai que la question se pose toujours sur la façon qu'on a de dompter ou non l'animosité que fait naître l'agresseur. Et quand c'est verbal, on se met toujours en tort, entre guillemets, lorsqu'on fait sortir de soi-même cette animosité. L'animosité, c'est le ressentiment qu'on ressent, qui s'empare de nous, et c'est les impressions qu'on dégage, et parfois la façon qu'on a quelquefois exagéré de réagir à l'agression verbale qui se présente dans les circonstances du monde professionnel, mais de façon générale lorsque on considère qu'on subit une attitude hostile de la part d'un interlocuteur, quel qu'il soit, Madame Hello. Ah, mais c'est sûr que dans des contextes professionnels ou personnels, avoir le dernier mot n'est pas toujours la bonne chose, entre guillemets. Yallah, j'ai le dernier mot, si on a coupé notre relation, si on est arrivé à de la bassesse, entre guillemets, à des insultes, à proférer des insultes ou là des menaces, finalement, on persévère dans l'escalade. La meilleure réponse, c'est on en reparlera plus tard, quand tu seras plus calme. Oui, parce que ça tire vers le bas. Oui. Mais quelqu'un qui est en train de me provoquer, quelqu'un qui est en train de tirer tout le groupe vers plus de tension, plus d'agressivité, si on a des réunions d'équipe ou des réunions entre collaborateurs, etc., on est en droit d'être en désaccord. Je vois qu'on est en désaccord, mais on en reparlera plus tard quand on sera plus calme. Et là, on ne pointe pas, parce que quand on dit à l'autre, tu es en tort, tu es agressif, tu es violent, tu es hada, c'est qu'on accuse l'autre. Et en général, on le dit même dans la communication non violente, accuser l'autre ne fait que rajouter l'enfermement de l'autre dans ses positions. Là on se dit, on reprendra cette discussion quand on sera tous plus calmes. Là, j'impose un rythme. Et en fait, celui qui impose un rythme à la discussion, c'est celui, quelque part, qui a gagné. Parce que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il rend le coup pour coup et quand est-ce qu'il remet à plus tard. Et ça ouvre quand même une discussion future. Est-ce que c'est important de gagner ces échanges ? Dans le monde professionnel, ça fait des bruits de couloir. Ça fait des discussions, effectivement, sur la position qu'on a. Et ça a des incidences sur la suite. Alors, il est 11h16 minutes. 11h16 minutes. On va profiter de la respiration musicale qu'on a un peu décalée. On se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités, Thierry Bordonado. Nous sommes aussi avec Mbeli Mhlou. Je reprends un instant la suite de notre conversation. Alors, des fois, c'est avec une certaine distance qu'on se rend compte qu'on a fait l'objet d'une manipulation ou d'une bassesse. Alors, des fois, la sauce monte, mais a posteriori, avec une certaine distance. Et c'est des moments où le sujet peut être le plus soumis à ce que tu disais tout à l'heure, mais les Mhlou, à savoir la rumination. Tu sais, comme dans tout, il vaut mieux pas trop montrer ses faiblesses, parce que quand l'autre adversaire, il y a des faiblesses universelles, j'ai parlé du cas de Zidane et de Materazzi, tout le monde sait quand on insulte la famille de quelqu'un, ou la patrie de quelqu'un, ou la nation de quelqu'un, ou les symboles forts dans le cœur d'une personne, c'est ce qu'on appelle, c'est les déclencheurs de la personne. C'est comme si on appuyait sur le bouton nucléaire d'une personne. C'est normal que la personne réagisse, on sait que ça va la faire. Qu'elle voit rouge, mais ça va. Toi, tu t'amuses ce matin. Je sais que je porte un pull rouge, mais arrête de ramener la discussion. Ils sont jamais innocents. Rien n'est innocent. Mais en fait, plus la personne se connaît, justement, plus la personne se connaît, plus elle va lire à l'avance, parce que les gens sont malins. Tu vois, par exemple, de l'échange Zidane-Materazzi, alors bien sûr, après, les autres joueurs savent que pour déstabiliser quelqu'un, même s'il lui insulte sa sœur sur le terrain ou sa mère, il va attendre de sortir du terrain pour lui régler son compte, qu'ils peuvent faire un combat de rue s'ils veulent, mais ils vont pas entraîner toute une équipe là-dedans. Mais ça, c'est vraiment, ça dépendra de comment on est, si la coupe est pleine, si la coupe est vide, si on a bien dormi, si on a mal dormi, s'il y a tellement de paramètres en jeu que c'est pour ça que Sangoulou khsna يكون عندنا خاطرنا واسع entre guillemets ولا نوسعوا الخاطر, parce que إلا ما كانش الخاطر le grain de sable qui va venir va déclencher la tempête. Mais si la coupe est grande,
grande, là, tu peux surfer, mais après je déciderai quand est-ce que je vais te neutraliser. Mais c'est après. Ah oui. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, éventuellement. J'ai prévenu. On aime bien citer la cette émission. Il préconisait d'attendre. Le prédateur finira par le voir dévaler la pente, où on verra son cadavre être promené par le fleuve. C'est pas rassurant tout ce qu'on est en train de dire. Alors Thierry Bordonado, les agressions psychologiques c'est une chose, les agressions physiques c'est tout à fait autre chose. Alors par rapport à ceux qui souhaitent aussi aller ou qui nourrissent en eux l'espoir d'avoir la maîtrise telle que même à l'agression, au lieu de privilégier la fuite, ils veulent avoir le sentiment de confiance qui leur permettrait d'imaginer que dans des situations terribles, ils puissent y faire face, même physiquement. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'audible pour quelqu'un effectivement qui enseigne ces techniques de self-défense ? Alors complètement, votre message est tout à fait pertinent et il est juste. On a fait des études et on s'est rendu compte que à 90%, eh bien, une personne qui va émaner en lui une certaine force tranquille, je dirais, eh bien, elle aura très peu de chances de se faire agresser. C'était un slogan. C'était un slogan politique. Loin de moi toute idée politique, je vous prie de m'excuser. J'ouvre une parenthèse pour répondre un petit peu, en tout cas pour ajouter ce que vient de nous décrire Mariam avec la rixe entre Zidane et Materazzi. Il faut comprendre que c'est un ensemble de phénomènes qui ont fait qu'il a pété un câble. Tout à fait. Mais s'il lui avait dit en début de rencontre, je suis sûr que Zidane n'aurait rien fait. Tu as raison. La France perdait, je crois, ou elle était en train de perdre. Elle se savait perdante. Il y a dû avoir toutes les attaques, parce que Materazzi c'est un professionnel, bien sûr, Zidane, il a provoqué pendant tout le match. C'était son but, d'écarter la pièce maîtresse de l'équipe de France en le provoquant, et il a réussi. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné. Oui, c'est vrai. Ceci étant dit, moi, pour revenir un petit peu à ce que nous disions, et surtout par rapport à la couleur rouge, c'est vraiment, c'était le jour où il fallait porter du rouge. Je vous ai dit, c'était pourquoi. Oui, complètement. Mais ce côté analyse psychologique de l'agresseur, c'est intéressant de savoir que lorsque on observe le visage de quelqu'un qui devient rouge, eh bien, il est dans un sentiment où vous ne risquez pas grand-chose. Parce que lui-même dégage de la peur, dégage un manque de confiance en lui. Là où il faut se méfier, c'est quand vous avez affaire à quelqu'un qui, lui, va devenir blanc, risque d'avoir des gouttes de sueur qui dégoulinent, et celui-là, il est en mode tueur. Il peut vraiment aller très loin dans l'agression. Et ça, c'est quand même des réflexes d'abord, il faut connaître, il faut savoir que ça fonctionne comme ça, et puis deux, il faut observer de toute manière. Alors, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes qui ont pu en connaître dans leur itinéraire de vie des agressions, on s'inscrit dans les clubs de boxe, dans les clubs pour apprendre aussi des techniques d'arts martiaux. Est-ce que c'est quelque chose qui permet entre guillemets d'envisager de faire face à l'agression, même littéralement, c'est-à-dire de l'affronter, non pas de fuir? Thierry Bordonado. Alors oui, c'est une aide, ça peut être une aide, mais je pense qu'il y a ce volet psychologique qu'il faut vraiment aborder quand on pousse une porte de n'importe quelle salle d'arts martiaux. Il faut se renseigner si on est juste là pour faire joujou, parce que finalement, on se rend compte que dans les salles d'arts martiaux, eh bien, on est dans un système de règles, avec des arbitres, avec des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Mais quand on est dans un contexte de rue, tous les coups sont permis. C'est-à-dire, on peut avoir, et on en parlait tout à l'heure, des armes par destination. J'ai un stylo, je vais le planter. J'ai une fourchette, je vais en faire. Dans l'exemple de Moulimhlou, une agression par derrière, c'est pas tout à fait la même chose que de voir la personne arriver en face et qui manifeste un sentiment d'hostilité. Mais j'allais dire aujourd'hui, effectivement, ce qu'enseigne Thierry, le FISFO, et c'est très intéressant. Mais tu vois, le Krav Maga, par exemple, il a une autre...
il y a une autre, j'allais dire, façon de faire. Et l'aïkido pareil, et le karaté pareil. Mais en fait, grosso modo, c'est retourner la force de l'agresseur contre lui. En tout cas, c'est un petit peu ça ce dont il s'agit, un tant soit peu. Mais toujours, en fait, désarmer l'agresseur. Et c'est pour ça que Thierry a raison de parler de règles, en tout cas. Mais si on n'a plus besoin d'être au-dessus des autres, simplement, on a besoin quand même de s'affirmer et d'exister de manière authentique. Oui. Tu vois, ça, c'est important. Sans domination et sans soumission aussi. Et comme j'ai vu que Thierry Bordonado était dubitatif, la parole à la défense sera donnée. Mais après, il y a une information qui nous est présentée par Karim Brunet. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts, consacrée ce matin à la self-défense. Alors on essaie de se protéger contre les agressions, mais elles peuvent être de différents ordres. Alors de ce point de vue, quand on pense aux agressions physiques, on pense aussi aux réponses qui sont des arts martiaux, dit-on, de défense. Et Thierry Bordonado tout à l'heure utilisait la force de l'adversaire. Bon, tu ne me semblais pas spécialement convaincu, ni même... Oui, alors, il faut, à mon sens, c'est un mythe. Cette histoire d'utiliser la force de l'adversaire, en théorie, c'est très joli. Dans les salles aussi, ça peut fonctionner. Par contre, quand on tombe sur un individu qui est déterminé, qui peut être alcoolisé, drogué ou les deux, à ce moment-là, il faut d'autres outils beaucoup mieux appropriés pour se sortir d'une situation de rixe ou de contrôle. Tout dépend si on est un professionnel de la sécurité, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de le contrôler. Par contre, si on est un civil banal, il faut sortir de la situation avec les bons outils. Sans pour autant faire n'importe quoi, parce que on ne doit pas sortir du cadre légal. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si quelqu'un nous crache dessus, on n'a pas le droit de prendre une batte de baseball et d'ouvrir la tête. Oui, mais il y a la mesure, la proportion, la proportionnalité de la réponse qui est estimée. Absolument, et c'est ce que dit la loi d'ailleurs. Elle dit que la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Oui, mais quelqu'un qui rentre chez soi, qui agresse, et à tout hasard on est dans une zone agricole, dans un espace assez vaste, et on a un fusil, on a le permis du fusil. Est-ce qu'on a le droit de se défendre ? Écoutez, tout dépend des lois des pays. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez le droit de les canarder, il n'y a aucun souci, on ne vous fera rien. Par contre, si vous êtes ailleurs, je pense que ça ne se passera pas aussi bien. Oui. Encore une fois, on est des êtres humains, on n'est pas des tueurs. Je pense qu'il faut observer cette règle qui est bien faite, de répondre proportionnellement à ce qu'on vous a fait. Oui. Mais sous l'impulsion ou dans la réaction immédiate, c'est quelque chose qui peut être délicate. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait juste, et c'est vrai que des fois on a tendance à s'emporter, mais il faut qu'on assume les conséquences qui viennent après. On peut avoir des problèmes, on peut être arrêté, voilà. Oui, donc on n'est pas à l'abri. Mais ce que j'entends, c'est que si utiliser la force de l'adversaire n'est pas tout à fait convaincant en la matière, c'est que la question qui se pose immédiatement ou en conséquence, c'est est-ce qu'il n'y a que le vice qui répond au vice ? Oui. Alors, c'est très, très juste là ce que vous dites. En fait, c'est celui qui prendra l'initiative aura le plus de chances de gagner. Et les statistiques sont là pour y répondre. 80 voire 90% des bagarres de rue, c'est celui qui va donner le premier coup qui va remporter, si on peut parler de victoire. Oui, nous avons un auditeur qui a pris la peine de nous contacter. Je précise que nous restons ouverts aux témoignages et aux avis qui peuvent être les vôtres. Vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. On donne la parole à Si Mohamed qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, ça va ? Ça va très très bien. Je vous remercie. Je remercie aussi vos invités. Et aussi vous et votre radio pour les thèmes que vous abordez. C'est des thèmes qui sont toujours, d'actualité et qui intéressent un peu le plus de monde. Moi, ça m'a un peu fait, bouger pour vous appeler. Je suis, un prof en coach des arts martiaux, donc ça fait
presque une trentaine d'années que j'enseigne et c'est l'aïkido. Oui. Mais dans de telles situations, c'est-à-dire quand on vous parlait, c'est-à-dire quand on est agressé ou attaqué, c'est-à-dire à mon avis, même si on est expert, même si on sait se défendre, toujours l'agresseur, il essaye de choisir des moments de surprise, il faut prendre par surprise. Oui. Ils n'ont pas le courage, dans la plupart des cas, de vous attaquer comme ça de face. Donc ils essaient toujours de vous surprendre, de vous prendre à l'improviste. Et dans ces cas-là, mon conseil, même si vous êtes expérimenté, il faut éviter de rentrer en conflit. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, il y a pas mal d'expériences qui se sont déroulées avec des collègues et des amis. Jamais un agresseur n'est seul. Jamais. Il y en a toujours 2, 3, 4, d'autres qui sont un peu cachés ou dans l'ombre, et 1 ou 2 passent à l'action. Donc si vous essayez de vous défendre, et même si vous êtes un expert et vous arrivez à vous défendre, il y aura les autres qui vont venir pour, soi-disant, voir ce qui se passe, etc. Mais ils vont essayer de vous apporter des coups, et parfois ça va être des coups fatals, et qui peuvent même, c'est-à-dire contribuer à la mort. Donc, à mon sens, si vous êtes pris par surprise, il faut se mettre à l'évidence. Si vous avez des choses à remettre, vous les remettez, vous leur dites voilà, je n'ai rien à perdre, vous prenez ce que vous voulez, que vous me laissez partir. Mais si vous avez c'est-à-dire le temps de réagir, bien sûr, il faut se défendre. Mais il faut prendre toujours en compte qu'il y a d'autres qui sont à la guet, qui attendent d'intervenir si le premier essai échoue. Donc, moi, comme prudence, ne jamais entrer en conflit et éviter toujours, c'est-à-dire les combats à bras. Donc ça ne va amener en rien, même aussi il y a le côté juridique aussi qui va intervenir par la suite. Si jamais vous arrivez à vous en sortir, il y a le volet juridique. Donc c'est le conseil que je voudrais donner. Et bien sûr, comme on dit vos experts, il faut toujours éviter les temps et les lieux. Ne pas sortir trop tard, ne pas aller dans des lieux où, c'est-à-dire vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Donc c'est mon intervention, je vous remercie. Je vous remercie pour ce témoignage. Alors si j'entends bien, même le prédateur est prudent, il met toutes les chances de son côté. Alors Thierry Bernardo, oui. Bon, alors, faire face à un groupe, c'est pas tout. Oui, c'est différent. C'est intéressant l'intervention de ce monsieur, de Sim Mohamed. Là où bien sûr je le rejoins, c'est qu'évidemment il faut privilégier la fuite dans la mesure où il est possible de le faire. Mais quelquefois malheureusement ce n'est pas possible et il faut bien utiliser les outils qu'on a à notre merci pour pouvoir se défendre. Être agressé par plusieurs adversaires n'est pas une règle absolue. Vous avez des cas quelquefois où c'est une seule personne qui agresse sans pour autant être en groupe. Alors bien entendu, lorsqu'il y a ce phénomène de groupe, c'est encore plus compliqué à se défendre. Ensuite, je dirais, il y a des règles, si on a la possibilité, c'est-à-dire s'adosser à un mur, essayer de faire du bruit pour attirer l'entourage, faire savoir que vous êtes sur le point de vous faire agresser. Je dirais, il y a très peu de chances que vous vous trouviez au milieu de nulle part et vous avez une douzaine de personnes qui viennent vous agresser. Alors, je ne dis pas que c'est pas impossible et que ça ne peut pas arriver, mais il y a très peu de chances. Et comme vous le soulignez également, Sim Mohamed, vous dites que il faut aller dans des endroits avec prudence et pas aller n'importe où. Et bien entendu, c'est cette règle qui, pour ma part, est essentielle. Cette règle de bon sens et ne pas tenter le diable. Vous n'allez pas n'importe où à n'importe quelle heure. Ben oui, il y a des esprits insouciants qui aiment à tenter le diable. Et bon, oui, le diable a une certaine couleur. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Le diable, s'il était aussi moche qu'on le pensait, ben, il y aurait pas des gens qui le suivraient. Donc effectivement, il prend des couleurs et des formes différentes. C'est absolument. Le fait que ce soit le diable, il prend par surprise aussi. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le cas d'agression par surprise, qu'elle soit verbale ou la physique,
quand l'autre décide de frapper, il frappe par surprise. Et c'est le premier paramètre qu'il faut étudier. Et c'est vrai que l'aïkido, qui est à la base une pratique, c'est vrai si on cite que cet art martial, qui est une pratique de concentration, qui est une pratique de self-défense, etc., face à quelqu'un agressif qui frappe à coups de poing et à coups de pied, l'aïkido montrera ses limites et je pense que c'est très clair. Vous savez, c'est comme les arguments de bonne foi et les arguments de mauvaise foi. C'est comme utiliser la communication non violente avec des gens vicieux. Ça ne marche pas. La communication ou la CNV, qui est pourtant un très grand art de communication, il ne marche qu'avec des personnes de bonne foi, avec des personnes de mauvaise foi, avec des agresseurs qui vont décider d'utiliser les coups bas, qui sont par principe hostiles. Qui sont par principe hostiles, qui voudront terrasser. Ça ne marchera pas, ces méthodes-là. Mais c'est vrai que, alors j'entends la prévention, l'anticipation, donc éviter des situations embarrassantes, éviter des situations dangereuses pour soi et pour les autres, et être accompagné, entre guillemets, pour ne pas se mettre dans des situations qui sont dites difficiles. Mais ça le vaut aussi pour les réunions. Éviter des situations embarrassantes, c'est même dans la vie de l'entreprise. C'est ne pas être suffisamment faible ou fragile pour porter qu'est-ce qu'on dit? Prêter le flanc. Prêter le flanc, c'est se mettre dans une situation de vulnérabilité où l'autre, il va vous attaquer hyper facilement. Mais pourquoi? Parce que peut-être votre dossier n'était pas assez bien ficelé, parce que peut-être vos équipes n'étaient pas avec vous, parce que vous êtes le seul à répondre. Et quand on part en équipe, dans une réunion, même avec d'autres directions ou d'autres pôles, on se sent plus soutenu. J'ai pas les réponses à tout. Et si on va me poser une question piège, peut-être que j'aurai même un blanc avec le trac ou là le stress ou là j'oublierai un chiffre. Et ça arrive que les gens soient suffisamment vicieux pour dire mais alors le chiffre de l'année dernière ou du trimestre parce qu'ils savent que c'est votre faiblesse avec l'élément financier ou avec le chiffre, etc. Mais si vous venez entourer, il y a des chances que quand même vous maximisez votre impact et que vous ne soyez pas aussi fragile que ça. Et on dit bien que la faiblesse attise la haine. En tout cas, vous savez, c'est comme dans les règles avec vous savez que les pays sont à l'image des petites sociétés. On dit souvent que le pays est à l'image de ce qui se passe en famille. C'est très intéressant ces notions d'extrapolation. Les sociétés sont à l'image des micro-groupes. C'est normal que l'être humain, de tout temps, il y avait un dominant et un dominé. Il y avait un prédateur et une proie. Même quand on voit les règles de la jungle, entre guillemets, il y a des prédateurs et il y a des proies. Ça, c'est les règles de la vie. Maintenant, si on est proie, si on est une proie, si on est une petite gazelle, il ne vaut même pas se retrouver passer à côté des lions ou des tigres qui, par définition, vont chasser. C'est-à-dire, ils vont pas se dire non, la gazelle on la mange pas aujourd'hui, à moins que ils aient plus faim. Et si vous avez non mais c'est vrai, c'est-à-dire si vous avez la chance de passer à côté de lions ou de tigres qui sont rassasiés, la gazelle aura un peu plus de jours de survie. Et c'est pour ça qu'on dit il faut pas tenter le diable derrière ces métaphores-là de la vie. Et tu sais, il y a aussi une dernière règle, parce que c'est important, même quand on est un prédateur, des fois, il vaut mieux pas humilier les proies, entre guillemets. Ça vaut dans les entreprises ou même quand on est très 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 fort, et je sais que je suis capable de t'humilier dans cette réunion parce que tu n'étais pas assez bien préparé, parce que j'ai envie de régler des comptes, parce que j'ai un passif avec toi. L'humiliation crée un cercle vicieux qui va amener l'autre à tendre au tournant. Et on ne sort pas de la spirale victime, agresseur. Ça a eu des conséquences dans l'histoire, parce que ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Exactement. 51 minutes, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Avec Badr Saoudi. Nous sommes avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Malim Lahlou qui est léger de compétences plus et qui est business coach. Et nous sommes avec Thierry Bordonado et nous évoquons des questions de self-défense. Ceux qui s'intéressent à ces questions-là, entre guillemets, ils se posent la question de savoir est-ce qu'il y a une discipline à privilégier, est-ce qu'il y a des notions, des formations spécifiquement consacrées à la défense, et de ce point de vue, peut-être y a-t-il des informations qui peuvent être utiles à ceux qui se posent concrètement aujourd'hui la question. Oui, tout à fait. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs expériences dans les arts martiaux. Et aujourd'hui, je fais une synthèse un petit peu de ces arts martiaux qu'on appelle le système FISFO.
qui signifie Fédéral International System Force de l'Ordre, qui est un système qui à la base a été fait et adapté aux forces de l'ordre, notamment en groupe d'intervention. Ce sont eux qui ont besoin de techniques simples, efficaces et qui seront, je dirais qui seront expéditives. Le contexte de sécurité n'a rien à voir avec le contexte d'un particulier, c'est deux choses différentes, mais on peut récupérer quelques outils qui sont destinés aux forces de l'ordre et les adapter aux civils. Bien sûr, il est hors de question de montrer des techniques, je dirais, policières à des civils, ça n'a aucun intérêt, et puis je m'interdis bien entendu de le faire. Aujourd'hui, je dirais l'individu lambda n'a plus le temps de passer des heures et des heures dans une salle d'arts martiaux pour prétendre obtenir une ceinture noire qui va se passer entre 4-5 ans, voire 10 ans en fonction des disciplines. Il n'existe pas réellement d'une discipline reine qui va être suprême, en fait, bien sûr qu'il y a des outils, il y a des techniques, mais in fine, ça va dépendre de la personne. On peut être une ceinture noire de karaté et être un mauvais combattant dans la rue, et à l'inverse, on peut être un combattant de judo, pourtant où les règles sont assez strictes, qui sont loin de la rue, mais être très efficace dans la rue. Oui. Ce sont des choses qui sont différentes. Voilà. Ce qui est important, je dirais, c'est d'avoir quelques outils qui vont devenir des réflexes le jour où j'en aurai vraiment besoin. Ça va être notre mot de conclusion. Je ne dirais pas qu'on a des règles aussi strictes, mais nous avons tout de même des règles. 11h58, c'est l'heure pour nous de céder la parole à nos collègues. Je vous remercie tous deux pour votre présence avec nous. L'heure est aux actualités. Nous est présentée par Kamal Rsal qui se joindra à nous dans quelques instants.